En 1993, d'abord, la mise en place de l'université, avec un statut dérogatoire, était inspirée du souci de mettre en place, face à l'urgence, une université aux missions prioritaires d'enseignement supérieur et de la recherche. Après une croissance rapide au cours des premières années jusqu'en 1996, les effectifs étudiants ont stagné. Aussi, en 1996, le ministère a refusé de signer la proposition de contrat d'établissement. Et de plus, la préfecture, le rectorat était mitigé quant aux réelles capacités de l'université de se développer. La formation continue était mal intégrée. La liaison avec le tissu socio-économique était faible. Il existait toujours une volonté farouche des collectivités locales pour accompagner le développement de l'université. L'absence de contrat a fortement pénalisé l'université sur cette période. L'université s'est dotée de statuts de droit commun en mars 1998 avec les élections de 3 conseils, conseil d'administration, conseil des études et conseil scientifique. Ces 3 conseils m'ont élu comme président pour 5 ans, de 1998 à 2003. Depuis 1998, la politique de l'établissement a changé d'échelle et changé d'ambition. Le changement a d'abord porté sur le style de gouvernance, beaucoup moins administratif que par le passé, en associant les enseignants-chercheurs aux décisions et au développement de l'université. La participation des enseignants-chercheurs s'est retrouvée, et du personnel administratif et technique, s'est retrouvée dans les 3 conseils, mais aussi dans la constitution d'une équipe de direction renforcée avec 6 vice-présidents et 6 chargés de mission. 1998 marque aussi une étape importante. Les collectivités locales, présentes initialement dans le conseil d'orientation, se sont progressivement, non pas détachées, mais ont exercé une influence plus faible sur la politique universitaire. Les enjeux consistaient à élargir l'offre de formation, à ouvrir les domaines d'excellence, à prendre des niches, et on est au plein cœur du sujet. Aujourd'hui, on y reviendra, l'université a pris une niche extrêmement pointue, précise, par rapport à ses compétences. Les enjeux, le rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale est éloquent. Je lis la phrase: « Alors que rien n'était acquis en 1998, en 4 ans, l'Université de La Rochelle s'est placée sur la voie de réussir un pari difficile. » Alors, en 1998, la situation était particulièrement difficile, due à l'absence de contrat quadriennal depuis 1996, l'insuffisance d'encadrement, la pénurie de locaux. Cette situation a contraint la nouvelle équipe présidentielle à proposer de nouvelles bases de développement dans un contrat intérimaire 98-99. Ce dernier a été signé en janvier 1999. Il prévoyait le renforcement des pôles recherche, le développement raisonné de l'offre de formation et surtout la multiplication des filières professionnalisées qui devaient passer en quelques années de 30 à 40%. Ce contrat préfigurera le contrat quadriennal suivant, 2000-2003, signé en décembre 2000.
Donc en un an de temps, nous avons signé 2 contrats qui nous ont permis, en plus de l'obtention conséquente de postes d'enseignants, chercheurs et de personnel administratif et technique, de rattraper progressivement notre retard par rapport aux autres universités. Nous avons pu procéder au lancement de projets plus ambitieux, aide à la réussite des étudiants, ouverture de nouvelles filières, enrichissement du parc informatique, accompagnement à l'essor de la recherche. Quant aux bâtiments et aux infrastructures et aux gros équipements, ils ont été priorisés dans le contrat de plan État-région 2000-2006 qui sera signé en janvier 2000. Donc en un an de temps, nous avons signé 3 contrats, ce qui a redessiné complètement la physionomie de l'université, avec une image d'université pluridisciplinaire qui rompait avec les universités plus classiques, anciennes, très facultaires. Comme exemple de bâtiments qui ont été inscrits à ce contrat, le Centre commun d'analyse, le Centre de transfert de technologie, le premier gymnase sur Bongraine, le bâtiment recherche pour les sciences, l'extension de la maison des sciences pour l'ingénieur, l'Institut du littoral et de l'environnement, le pôle gestion-management, qui deviendra l'Institut d'administration des entreprises, IAE, l'Institut du monde asiatique à la Flash, pour les sciences de l'homme et de la société, le pôle communication multimédia réseau, pour tout ce qui concerne l'utilisation des technologies nouvelles et la production de supports pédagogiques, les installations sportives, la halle de sport et les terrains grands jeux, la maison de l'étudiant et le technoforum qui sera restructuré pour regrouper tous les services centraux et communs. L'image de l'université s'est alors dessinée en respectant les choix premiers, université innovante, professionnalisante et internationale. La première convention avec la communauté de l'agglomération de La Rochelle a été signée en 2001. Dans le secteur de la recherche, il faut rappeler qu'il n'existait qu'un seul DEA en 1998, cohabilité, et aucune école doctorale. Alors qu'à cette année, la directrice du CNRS annonçait qu'il n'y aurait jamais de contractualisation entre l'université et le CNRS, nous avons tout fait pour la démentir. Au cours des années qui ont suivi, la recherche a pris un essor significatif avec la restructuration des équipes dans les 3 UFR, la création d'équipes nouvelles avec la reconnaissance de 11 équipes de recherche dans les 3 UFR, la création de la MSHS, la Maison des sciences de l'homme et de la société, la création du Centre de transfert de technologie, la création d'un incubateur et d'une filiale de valorisation qui sera officialisée en 2003. En avril 2002, une négociation initiée avec la nouvelle direction du CNRS conduira 2 ans plus tard à la création de plusieurs unités mixtes de recherche. Ainsi, au bout de 10 ans, l'Université de La Rochelle aura conquis une image de pôle de compétences reconnu dans les domaines de la formation et de la recherche, à la fois au plan local, national et international. Elle a respecté ses orientations premières et répondu à ce besoin local, mais elle a aussi atteint une dimension internationale, offert des formations très professionnalisées en lien avec les milieux socio-économiques et une recherche de qualité à la fois fondamentale et appliquée. Malgré les conditions peu favorables, l'université a poursuivi sa croissance régulière grâce à sa dynamique dans tous les secteurs.
La rivalité entre les universités est un combat d'arrière-garde. Que ce soit dans le domaine de la formation ou celui de la recherche, le succès des grands projets passe nécessairement par celui des réseaux. En novembre 1998, le RUOA, Réseau universitaire de l'Ouest Atlantique, s'est constitué à Angers de manière informelle entre les 9 universités réparties sur les 3 régions, Bretagne, Pays de Loire et Poitou-Charentes, donc l'Université de La Rochelle. En décidant la création du RUOA dans un grand cadre interrégional à vocation atlantique et dimension européenne, les responsables des établissements étaient animés d'une triple préoccupation. Surmonter les handicaps liés à la concentration des grands investissements scientifiques, affirmer une nouvelle conception de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur, donner aux universités de l'Ouest une chance de compter dans la compétition nationale, européenne et internationale. Nous nous sommes réunis à Vannes en janvier 2001 et les 9 présidents ont décidé d'institutionnaliser ce réseau en créant une association, 1901. Les 9 conseils d'administration ont validé cette étape et des moyens ont été obtenus dans les domaines, par exemple, du numérique ou dans celui du littoral atlantique. Au-delà de 2003, avec plus ou moins de réussite, d'autres configurations ont vu le jour, influencées par les changements politiques nationaux, par exemple les presses, ou la mise en place des grandes régions. Dans les années qui suivront, si les projets se multipliaient dans le domaine du littoral et dans celui du numérique, l'Université de La Rochelle aura trouvé sa place, aura trouvé sa niche en s'affirmant progressivement dans un domaine transversal qui lui est propre et qui a été nommé par le président actuel le concept de développement littoral urbain durable intelligent, validé en 2018 par le ministère. Bon, je vais vous dire, la première raison, c'est que ma famille habitait La Rochelle. Je m'étais éloigné à Poitiers lorsque je suis parti au rectorat. Bon, la raison la plus importante, c'est que j'ai passé de 24 mois à peine à Poitiers. Et Poitiers, qui est une vieille université, 1431. Et je dois dire, je ne me suis pas emmerdé parce que ce n'est pas le travail qui manquait, mais je constatais que c'était une université qui n'avait pas véritablement envie de changer, qui n'avait pas besoin, le cas échéant, d'un secrétaire général. C'était une université très décentralisée. La marge de manœuvre était extrêmement étroite. Donc je me suis trouvé confronté à M. Pimon, dont on avait la responsabilité de gérer pendant 1 an la mission Bob, là, enfin, etc. Et il m'a proposé de venir à La Rochelle et j'ai accepté. Et pour moi, La Rochelle, c'était une aventure nouvelle. C'était une université nouvelle, comme son nom l'indique. La Rochelle, Poitiers, c'est plutôt une université ancienne. Hein. C'était une université nouvelle où tout était à faire. Hein. La feuille était blanche, donc, hein, sur le plan de l'organisation et de la gestion, nous avions tout à penser, à organiser et à mettre en œuvre. Et j'ai trouvé que c'était, dans toute ma carrière, un des défis les plus passionnants auxquels j'étais confronté. Voilà. Eh bien écoutez, d'abord il faut rappeler l'article 1 du décret institutif de l'université qui dit textuellement, j'ai recherché le décret parce que depuis le temps je l'avais un petit peu oublié,
il est créé un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Donc c'est la création d'un établissement public. C'est une personne morale et qui est obligatoirement soumise à un vieux décret de 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique. Organisme public, règles de comptabilité publique, et ce dit décret, ce vieux décret, qui est toujours en vigueur d'ailleurs, définit les attributions de ce qu'on appelle l'ordonnateur et le comptable. L'ordonnateur étant le président de l'organisme, élu ou nommé, et le comptable étant chargé de la mise en œuvre du budget, de la comptabilité, de la dépense publique, de la recette, etc. Donc il y a une incompatibilité de fonctions définie par les textes entre l'ordonnateur et le comptable. C'est-à-dire que l'ordonnateur, il n'a jamais le carnet de chèques, en résumé. Et qu'il s'agisse des collectivités territoriales, communes, communautés de communes, d'agglomérations, etc., ou États, ou départements, régions, toutes les collectivités territoriales sont organisées de cette façon-là, avec une séparation des fonctions définie par les textes, ordonnateur, qui vote un budget, préside le conseil d'administration d'université, etc., la mairie, le conseil d'agglomération, tout ce que vous savez, et un comptable public, qui lui est personnellement et pécuniairement responsable des opérations qui sont réalisées dans ce cadre-là. Il tient la comptabilité d'exercice de l'organisme public, et il est aussi un conseiller financier de l'ordonnateur lorsqu'on lui demande son avis, et il est surtout chargé de jeter un coup d'œil sur la réglementation, parce que vous savez, quand on arrive à l'université, le Code des marchés publics, par exemple, je ne sais pas si beaucoup de personnes, à l'origine en tout cas, avaient entendu parler de ce texte un peu nébuleux. Alors pourquoi moi? Eh bien, il se trouve qu'à l'époque, j'étais comptable public dans une perception voisine à Celles-sur-Belle, dans les Deux-Sèvres. Et bon, j'avais le grade de percepteur, j'étais inspecteur du Trésor venant de la Direction générale de la comptabilité publique, donc au ministère des Finances. Et dès que l'université a été créée, et même préalablement, comme j'envisageais une mutation pour accéder à un grade supérieur de receveur-percepteur, je m'étais mis sur une liste d'aptitudes qui était ouverte concurremment entre les agents du Trésor public, les inspecteurs du Trésor public, et les CASU, les conseillers d'administration scolaire et universitaire, option en comptabilité de l'éducation nationale. Je me suis inscrit sur cette liste d'aptitudes, et puis quand l'administrateur provisoire Yves Pimont a été nommé en juin 1993, il a fait appel aux candidats qui avaient soumissionné pour le poste. J'ai donc été reçu en entretien par M. Pimont, et puis j'ai dû faire l'affaire. J'étais motivé aussi, comme Gérard, parce que pour moi, bon, le ministère des Finances, c'est assez rigoureux, on n'a pas besoin de s'écarter beaucoup. Il y avait à l'époque une hiérarchie assez pesante, et puis j'avais envie de prendre l'air et de prendre de la promotion aussi. Donc j'étais appelé à muter, et quoi de mieux qu'une mutation sur La Rochelle, même si à l'époque, je n'avais pas la moindre idée de ce qui pouvait m'attendre. Et heureusement que j'ai eu la chance de rencontrer mon secrétaire général préféré de l'époque, Gérard, avec qui nous avons bien travaillé. Donc voilà comment ça s'est passé. En octobre, j'ai été nommé par arrêté commun du ministère des Finances et du ministère de l'Éducation nationale. J'étais donc détaché du Trésor à l'Éducation nationale pour 5 ans. Et je suis arrivé le fin octobre ici, et j'ai eu la chance de tomber sur sur une petite équipe vraiment motivée, Gérard notamment, mais Jean-Marc Horis, et puis toutes les secrétaires dont on parle peu ou dont on ne parle pas, ou dont on ne parle plus du tout, qui vraiment ne comptaient pas leur temps, leurs heures et leur motivation surtout. La structuration des composantes, elle est définie par le décret qui a créé l'Université de La Rochelle. À savoir qu'il y a 3 pôles. 3 pôles, on ne parle pas du FR, on parle de 3 pôles.
sciences et technologies, langues et sciences humaines, le droit, plus l'IUT qui existait déjà. Bon, là-dessus, nous n'avons pas eu à choisir. Simplement, nous avons dû, je crois, organiser les élections, etc. Sur le plan des assemblées délibérantes, il y avait le conseil d'université, le conseil d'orientation, qui était plus largement ouvert aux personnalités extérieures. Bon, là, c'était un problème de gestion normale, classique, celle qu'on rencontre dans n'importe quelle université. Je vous rappelle que l'université nouvelle de La Rochelle, comme les autres, ont été créées par un gouvernement socialiste. Quand nous sommes arrivés, le gouvernement avait changé de couleur. En mars 1993. Et on n'a pas, déjà, en 1992, on ne nous a pas donné beaucoup de postes pour faire fonctionner la boutique, mais surtout, il n'y en a pas eu beaucoup pour la faire fonctionner après. Donc, nous avons dû faire avec les moyens du bord. Le nombre de gens qui venaient spontanément à l'université par mutation se comptait sur les doigts de la main. Il fallait être un peu masochiste pour venir à l'université, sachant que c'est une université nouvelle, qui aurait tout le boulot à faire. Et puis, il y en avait qui préféraient rester dans leur précarité, se disant, laissons à des jeunes fous le soin d'aller là. Alors, qu'est-ce que nous avons dû faire ? Nous avons dû recruter du personnel. Bon, ça c'est une parenthèse. Donc nous avons recruté un certain nombre de contrats emploi solidarité. Et je le dis sans me vanter, sans forfanterie, de tous ces emplois, ils sont tous devenus d'abord contractuels et ensuite titulaires parce qu'on les a préparés à les concours. Mais ceci, c'est pour vous situer le paysage. Donc ça voulait dire que n'ayant pas de personnel, ayant une expérience, il fallait que nous organisions le travail de manière à ce qu'il soit le plus accessible et le plus facile possible pour les personnels. C'était notre préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est que moi je venais de Poitiers, où régnait l'opacité dans tous les domaines, et nous voulions que les services que nous allions fournir soient dédiés à leurs bénéficiaires normaux, les étudiants d'abord et aux chercheurs ensuite. D'accord ? Pour cela, donc, nous avons pensé que la meilleure solution, c'était de bâtir des applications. On a bâti les applications de gestion des étudiants d'abord, pour commencer. C'était un système global. Donc, ce qui veut dire que toutes ces applications, je vais continuer sur les autres, la gestion du personnel, la gestion financière, etc., tout ça s'est fait entre les administratifs que nous étions, Claude, moi, et puis d'autres personnels de la maison, et les informaticiens Jean-Marc. Nous avons largement participé au cahier des charges. Assurément oui. Écoutez, je vais vous donner quelques chiffres qui sont actuels. Ce ne sont pas ceux de 1993, mais à titre d'exemple, le budget actuel de l'université, c'est un peu plus de 90 millions d'euros. Au niveau des personnels, l'ensemble des personnels, c'est près de 900 personnes, 900 emplois directs aujourd'hui, dont presque 500 enseignants-chercheurs et 400 personnels de bibliothèque, d'ingénieurs, administratifs, techniciens de services de santé. Donc emploi direct 900. Ces gens-là ont en général épouse ou époux, conjoint ou enfants. Donc avec un coefficient intellectuel de matière grise potentiel important. Il faut se rappeler qu'à l'époque, bon, certes en 1993, il n'y avait pas ce type de moyens. Mais bon, il y avait quand même des difficultés dans la construction navale, dans le secteur industriel, et cet apport permanent de matière grise qui n'a cessé de se développer depuis 1993 pour en arriver aujourd'hui à ces niveaux-là, c'est un apport considérable d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue social, d'un point de vue économique, parce que ces gens-là ont besoin de se loger. L'impact que ça a pu avoir au niveau immobilier,
Ils ont besoin de manger, ils ont besoin de culture, de cinéma, de théâtre, ils ont besoin de nourriture, ils ont des enfants qui peuvent alimenter les écoles maternelles, primaires, etc., voire l'université. Et bon, de ce point de vue-là, ça représente quand même la modique somme de 55-6 millions d'euros, les seules dépenses personnelles. C'est entre 80 et 90% du budget de fonctionnement d'un établissement d'enseignement supérieur, en moyenne. C'est un apport considérable pour La Rochelle. Ensuite, aujourd'hui, il y a 8800 étudiants. À l'époque, en 93, il y en avait 3300, je crois. Donc, bon, mais à l'époque aussi, il y en avait 2000 qui allaient sur Poitiers. Donc, sur ces 8800, il y en a à peu près 46%, je crois, qui viennent de Poitou-Charentes. Non, de Charente-Maritime, pardon. De Charente-Maritime. À supposer qu'il y en ait, sur les 46%, 3000 qui viennent de La Rochelle. Bon, ceux-là, il faut, soit ils habitent chez leurs parents, à cet âge-là, c'est plus nécessairement le cas, mais enfin, pour l'ensemble des étudiants, il faut trouver du logement. Il faut du restaurant universitaire, il faut du logement. Bon, il y a aussi des besoins en culture, en sport, en loisirs. C'est important aussi. Il faut dire qu'une université nouvelle, c'est toujours original, parce que tous les ans, les effectifs augmentaient. Maintenant, moi, je ne suis pas pour grand-chose, parce qu'il y avait un plan de développement des formations, un contrat de plan, il y avait des habilitations. Donc, il y avait forcément, chaque fois qu'on crée une formation nouvelle, on avait quelques éléments nouveaux. Enfin, il n'y a jamais eu une envolée extraordinaire. Maintenant, on est à combien? 8000 8800, oui. Ouais, 8800, enfin, en 25 ans, c'est pas... Enfin, bon. Hein, ouais. Non, il faut dire aussi qu'à l'époque, l'université de Poitiers était saturée quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, elle n'aurait pas pu absorber 8800 étudiants supplémentaires. Ouais. Et d'autant que accueillir des étudiants de La Rochelle, du département et de la région, c'était un plus aussi pour eux, pour leur famille, parce que peut-être n'auraient-ils pas fait leurs études à Poitiers, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se loger, parce qu'ils n'avaient peut-être pas la possibilité d'obtenir des bourses, parce que leurs parents étaient en limite de... Ils n'auraient peut-être pas suivi des études universitaires, un certain nombre d'entre eux. Sur une longue histoire, mais je vais être très rapide. Une opportunité, rencontre avec le doyen de la Flèche de l'époque en décembre 1997 à Toulouse, qui me signale qu'il y a des possibilités d'embauche de professeurs à La Rochelle. Deuxième élément, 15 ans au CNRS, j'estimais avoir fait le tour des questions scientifiques qui était ma préoccupation première, l'environnement en Amérique latine. Donc c'était un choix professionnel aussi de former des étudiants et de passer mes connaissances à des étudiants et à des doctorants. Donc le fait de venir à La Rochelle, en plus ville agréable, mais je ne connaissais pas La Rochelle. Voilà, c'est rapidement brossé, mais le pourquoi de... Mais je ne venais pas pour faire ce que je suis devenu après président. Je venais monter la recherche et enseigner à la Flash. Voilà. Alors, là aussi, c'est dans l'évolution professionnelle et même personnelle, c'est des opportunités et des éléments. Il fallait que l'Université de La Rochelle occupe un espace, son espace, dans le panorama de la recherche française. Or, à l'Université de La Rochelle, les recherches en sciences humaines étaient plutôt dirigées sur l'Asie-Pacifique, donc rééquilibré vers les Amériques. Il y avait des enseignants-chercheurs qui travaillaient sur les Amériques autour de Guy Martinière en histoire. Moi-même, ayant travaillé en Amérique latine mais en géographie, quand l'opportunité s'est présentée de la part de Jean-Michel Blanquer de créer cet institut, l'adhésion allait de soi à cet institut et
il n'y a eu aucun débat, disons, important en conseil scientifique, en conseil d'administration, parce qu'à l'époque, j'étais déjà président de l'université, pour adhérer et participer activement dans cette structure, en particulier avec Laurent Vidal, Michael Augeron et des gens qui travaillaient en sciences humaines sur les Amériques. Et ça a été une expérience, puisqu'il y a eu des tables rondes organisées, des colloques ici à La Rochelle, une expérience très fructueuse. Le vice-président du conseil scientifique actuel, Montero, est issu de cet institut des Amériques. Voilà un peu la trajectoire de ce choix qui a été fait. Ça élargissait, disons, le panorama autour des sciences humaines, le panorama de la recherche de La Rochelle au niveau français et international. Alors là, vous touchez un moment délicat. Je ne vais pas cacher, parce que dans une université, la création d'une université, enfin, moi j'ai participé plutôt à la consolidation de l'université, et après le mandat de mon prédécesseur Christian Eskenazi, s'est trouvé immergé dans un processus de recomposition complète du système universitaire français, avec la création du système de Bologne, licence, master, doctorat. Et je ne cache pas qu'il y a eu des turbulences assez fortes à La Rochelle. Alors, en anecdote, en aparté, durant mon mandat de 5 ans, à l'époque les présidents ne pouvaient pas être réélus, et j'ai eu quand même 4 mouvements de grève assez importants de la part des étudiants et puis de certains enseignants qui estimaient que peut-être, bon, j'allais trop vite ou pas assez vite. Et le LMD est venu torpiller en quelque sorte un processus qui avait été mis en place auparavant sur les instituts, les IUP, c'est-à-dire les instituts universitaires professionnalisants, qui étaient plutôt l'apanage de la faculté des sciences. Donc dans ce tumulte, j'appelle ça un tumulte, curieusement, il y a eu une certaine angoisse à l'université de La Rochelle de voir rater cette opportunité du LMD, et alors que des grèves se généralisaient en France contre le LMD, à La Rochelle, je retiens, et il y a eu 2 ou 3 autres petites universités, je retiens que le personnel et les étudiants rochelais étaient pour le LMD, c'est-à-dire assurer le futur des étudiants. Donc cette période a été assez agitée, parce qu'il a fallu à la fois convaincre les personnels, non seulement les enseignants, mais aussi les personnels IATOS qui voyaient leur méthode de travail quelque peu chamboulée, les enseignants chez certains, pas tous, certaines routines s'étaient établies, ce processus de professionnalisation qui, heureusement, on a pu le contourner après le LMD, mais mon successeur l'a fait très habilement, maintenir cet aspect professionnalisant de l'université, et en même temps les pressions du ministère, parce que vous savez, à l'époque, 80 ou 85 universités, l'université de La Rochelle était l'avant-dernière dans le classement de l'époque, tant au niveau budget qu'attribution de postes. Alors c'est une période très, très dure, mais très enrichissante aussi, qui a fait que, je crois, alors c'est pas pour me flatter personnellement, mais je crois que l'université a su tirer le meilleur parti de cette réforme LMD et d'asseoir une position qu'elle a maintenue et qu'elle a actuellement dans le panorama de l'enseignement supérieur français, non seulement français, mais international. C'est un peu comment j'ai perçu ce sujet de LMD.